étudiantes qui ont été tuées le 6 décembre 1989 à l'école polytechnique. 25 ans plus tard, nous avons le devoir de nous rappeler que c'est parce qu'elles avaient la volonté de se réaliser comme elles le désiraient que ces femmes ont péri. Alors ce soir, c'est dans notre ville où, soit dit en passant, c'est une femme ingénieure qui occupe le poste de directrice du service du génie ici à Saint-Bruno. Alors c'est ici dans notre ville que ce soir nous nous souvenons de ces 14 jeunes victimes. Merci, Mme Larry. Donc, nous en sommes maintenant rendus au point 3. Résolution et règlement non approuvé par la maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Il n'y en a aucun. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2014. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des corrections à apporter? Tout est correct. Donc, qui propose l'adoption? Je vais en faire la proposition. Mme Archambault, appuyée par Mme Bérubé. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. J'inviterai M. André Lafrance, Alerte Pétrole Rive-Sud et Culpa chez nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Lafrance. Bonsoir, conseillère. Bonsoir, conseiller. Monsieur le maire. Les citoyens. Bonsoir. Mon nom est André Lafrance du mouvement citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud. Un mouvement citoyen qui met tout en place pour informer les gens sur les enjeux entourant nos environnements, le climat. Ce soir, j'invite le conseil municipal et les citoyens à s'informer et à appuyer la campagne d'information « Culpa chez nous », qui d'ailleurs a reçu l'appui du conseil municipal de la ville de Boucherville. « Culpa chez nous » est une campagne de sensibilisation citoyenne permettant de comprendre pourquoi l'arrivée du pétrole des sables bitumineux sur notre territoire n'est pas souhaitable. Pour illustrer, voici 2 exemples. Il est reconnu par la communauté scientifique que le pétrole des sables bitumineux produit 3 à 4 fois plus de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel. Avec trop de gaz à effet de serre produits, c'est le cas actuellement, il y a dérèglement climatique. Les scientifiques, l'ensemble de la communauté scientifique internationale nous disent qu'il faut cesser d'augmenter ces gaz à effet de serre. Le Canada, avec le pétrole des sables bitumineux, et les 2 projets pour le Québec, train, pipeline, bateau, produiraient 40 millions de tonnes de gaz à effet de serre de plus par an, soit l'équivalent de 8 600 000 véhicules de plus par an. Ce qui n'est pas rien. Ce matin même, aujourd'hui, un rapport dévoilé à la conférence de l'ONU indiquait que le Canada est l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre par habitant parmi les pays industrialisés. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé au gouvernement canadien de réorienter ses choix pour favoriser les énergies renouvelables, comme d'autres pays le font. Les 2 grands projets projetés achemineraient au Québec par pipeline 1 400 000 barils de pétrole par jour, et j'ai nommé la compagnie TransCanada avec son projet EnergyS et la compagnie Enbridge. Cet automne, plusieurs leaders, ici même au Québec, ont dénoncé les risques pour notre fleuve. On a entendu parler des belugas, pour notre eau potable. Les 2 pipelines passeraient, entre autres, sous la rivière des Outaouais, près de Rigaud. Advenant une rupture de pipeline, c'est l'eau potable de 2 800 000 habitants qui serait menacée. Alerte Pétrole Rive-Sud n'est pas le seul à le dire. C'est le cas de la communauté urbaine de Montréal, regroupant 82 municipalités, dont Saint-Bruno fait partie.
qui, par le biais du maire Denis Coderre, cet automne, lançait une alarme à ce sujet, publiquement dans les médias. Et je parle aussi du préfet de Vaudreuil-Soulanges qui a fait la même chose. Les 2 prises d'eau de Longueuil qui alimentent nos municipalités, dont Saint-Bruno, seraient potentiellement touchées advenant un déversement majeur de pétrole en amont. Ça, je l'ai vérifié, tant à Longueuil qu'ailleurs. On m'a dit que c'est tout à fait le cas. Alerte Pétrole Rive-Sud est active dans cette campagne qui prendra de l'ampleur au cours des prochains mois. En allant sur le site web coulepaschez-nous.com, vous aurez plusieurs autres informations et des moyens pour faire en sorte que collectivement, le Québec dise non au pétrole sale. Merci. Merci, M. Lafrance. Pour terminer, j'invite les gens à se procurer une pancarte comme celle-ci de Coule pas chez nous. Alors voilà, c'est au prix de 10 $ et puis les fonds vont à Coule pas chez nous pour la campagne nationale. Alors, c'est comme ça. Puis ici, vous voyez, c'est le pipeline qui est ici. Bon. Et puis, je mettrai sur la petite table des dépliants pour Coule pas chez nous. Merci. Merci, M. Lafrance. J'inviterai maintenant M. ou Mme Marie Durand, droit de vivre dans un environnement sain. Bonsoir, Mme Durand. Bonsoir, conseillères et conseillers. Alors, vous savez que dans la Charte canadienne des droits et libertés, le Canada ne reconnaît toujours pas notre droit à un environnement sain, nous privant de recours pour assurer la protection de notre environnement, de notre santé et de notre sécurité. C'est David Suzuki, dans son site web de la Fondation Suzuki, qui nous en parle. Alors, c'est pour obtenir ce droit que David Suzuki a lancé le mouvement Bleu Terre. Alors, en effet, il est tout à fait légitime d'exiger l'application du principe de précaution lorsque l'air, l'eau potable, les terres fertiles, la sécurité, la santé ou même la vie des êtres vivants pourraient être menacés par des risques, si minimes soient-ils, engendrés par des méga-projets, quels qu'ils soient. Tout ce qui est associé à l'exploitation et au transport du pétrole sale de l'Ouest canadien, par train, par pipeline ou par bateau, comporte des risques inacceptables, non seulement à court et à moyen terme, mais aussi à long terme. Cette industrie tentaculaire et très polluante des sables bitumineux qui veut étendre ses ramifications sur le territoire du Québec par toutes sortes de moyens de transport contribue au dérèglement climatique, compromettant ainsi la survie de l'humanité sur la Terre. Et par ailleurs, il y a assez d'intelligence dans l'humanité pour pouvoir trouver des projets plus verts. Le 24 novembre dernier, la Ville de Montréal a reconnu par un vote unanime le droit des citoyens montréalais de vivre dans un environnement sain. La Fondation David Suzuki appuie l'adoption de ce type de résolution au niveau municipal et demande que ce droit soit enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés. Est-ce qu'à l'instar des villes de Montréal et de Vancouver, la ville de Saint-Bruno pourrait affirmer le droit de ses citoyens de respirer un air pur, de boire une eau propre et de bénéficier de conditions de vie assurant leur santé et celle de leurs enfants? La ville de Saint-Bruno pourrait-elle aussi demander au gouvernement fédéral que le droit de ses citoyens de vivre dans un environnement sain soit reconnu dans la Charte canadienne des droits et libertés? Voilà mes 2 questions. Nous prenons en délibéré vos questions et nous allons effectivement cheminer. De toute façon, ce soir, vous allez voir, il y a une résolution qui est prise. Donc, c'est un début. Ce n'est pas une fin. Merci Madame Durand. J'inviterai maintenant M. Rémi Tremblay, Alerte Pétrole Rive-Sud. Oui, bonsoir M. Murray. Bonsoir. Conseillère. Écoutez, effectivement, on serait très heureux que vous appuyiez la campagne Coule pas chez nous. Ça prendra un engagement de votre part. Aussi, on espère que beaucoup d'autres villes et villages vont adopter une résolution dans le même sens. Je vois les roses ici. Ça me fait penser beaucoup au devoir de mémoire qu'on a.
Au mois de juillet 2013, il y a eu une catastrophe à Lac-Mégantic. Ça n'aurait pas de sens de ne pas donner suite, de donner un sens à cette tragédie qui a coûté la vie à 47 personnes, qui a eu un dégât environnemental qui ne sera jamais récupéré. Ensuite de ça, des centaines et des centaines de millions de dollars afin de nettoyer tout ça. Aujourd'hui, en 2014, la sécurité des citoyens et la sécurité environnementale est étroitement liée. Dans ce sens, je demanderais si vous êtes d'accord pour demander un moratoire sur le transport du pétrole sur le territoire de la Montérégie. En deuxième demande, j'aimerais savoir, M. Murray, au niveau de vos demandes, au niveau de la table de concertation de l'AGLO, quelles ont été vos demandes? Et en troisième lieu, j'aimerais savoir, au courant des prochains mois et dans l'année 2015, à quel niveau de priorité vous allez mettre la sécurité du transport ferroviaire sur votre territoire? C'est bien. OK. Donc, pour répondre rapidement à votre question, concernant le moratoire, effectivement, nous, vous allez voir ce soir, il y a une résolution qui est prise, qui est un appui non équivoque là, à Alerte Pétrole Rive-Sud au niveau de la sensibilisation. C'est sûr que nous, au niveau du moratoire, je pense qu'on chemine actuellement, vous n'êtes pas sans savoir, je vais aborder tout de suite le deuxième point, donc au niveau de l'AGLO, qui est un comité qui a été mis sur pied, un comité directeur pour toute la question du transport des matières dangereuses. Donc, on ne parle pas uniquement de transport ferroviaire, mais on parle aussi du transport par voie fluviale, transport terrestre et bien sûr transport ferroviaire. Donc, c'est sûr que nous, on est arrimés avec le projet de l'AGLO. De notre côté, on a poussé très fort à la création de ce comité-là parce qu'on croit qu'effectivement, il y a une problématique particulière. Vous savez qu'à Saint-Bruno, on n'en parle peut-être pas assez. C'est la voie ferrée qui est la plus utilisée au Canada. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'elle est très sécuritaire, mais on voit qu'il y a beaucoup d'incidents. Il y en a eu quelques-uns, je pense, au cours des 15 ou 18 dernières années. Donc, on n'est pas à l'abri effectivement, d'un désastre. Et le fait qu'il passe chez nous des immenses wagons de pétrole, ça doit nous inquiéter. Donc, c'est évident que nous, on a un très grand souci par rapport à ça. Je peux vous dire que j'ai rencontré, il y a peut-être un mois, des gens du CN. Et ces gens-là sont venus me voir. Bon, bien, c'est correct, ils viennent nous voir pour essayer de nous rassurer. Et je les ai rencontrés d'un coin mardi matin et le mardi soir, parce qu'ils nous parlaient de la sécurité, que c'était effectivement un incontournable, que tout était sous contrôle. Et le soir même, aux nouvelles de Radio-Canada, il y avait eu un déversement du CN pas très loin d'une ville en Saskatchewan. Heureusement que le déraillement s'est produit par l'extérieur parce que ça aurait coûté effectivement, je pense, la vie à quelques personnes, sinon plusieurs personnes. Donc oui, c'est un absolu. Et un absolu par rapport à cette sécurité-là qui ne devrait pas souffrir d'aucun manquement, mais on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Il y a aussi un autre élément qu'on doit considérer. Ce n'est pas uniquement le transport, c'est aussi la source de ce pétrole-là qui nous inquiète. Donc, c'est un pétrole bitumineux qui est très coûteux à exploiter. D'ailleurs, actuellement, vous voyez, le baril du pétrole a beaucoup descendu, ce qui rend actuellement le projet d'exploitation des sables bitumineux à peu près pas rentable. Ce qui a amené la suspension du transport ferroviaire du pétrole du côté de Sorel-Tracy par Suncor. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui sont en jeu, donc il y a des éléments économiques. C'est sûr que cet élément-là aussi doit être considéré donc, dans une approche de réchauffement climatique où chacune des villes doit contribuer à sa façon. Donc, c'est non seulement uniquement sur l'aspect sécurité du transport par quelque moyen que ce soit, pipeline ferroviaire ou fluviale, mais aussi sur la source même de cette énergie-là. Et je pense qu'on doit s'assurer qu'on utilise d'autres sources d'énergie à brève échéance que celle-là. Fait que c'est l'orientation qu'on a. La priorité, ben, c'est pas compliqué. Pour moi, personnellement, là, je vous parle en mon nom personnel, c'est sûr que je ne parle pas nécessairement au nom du conseil municipal. Pour moi, c'est une priorité absolue. Donc, la question de la sécurité, pour moi, c'est une priorité qui ne devrait, je me répète, souffrir d'aucun manquement ou d'aucune faiblesse. Et on va s'assurer que ces éléments-là trouvent leur
leur solution. Et c'est pour ça qu'on contribue de façon très active au comité directeur là, qui va de Brossard jusqu'à Sorel-Tracy. Donc, c'est vraiment une agglo, une MRC qui se sont associés pour vraiment travailler ensemble. Et ça va, on va aussi élargir le cercle. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens aussi de Sainte-Julie, Chambly et d'autres îles qui vont être concernés pour faire en sorte que tout le monde soit au diapason et qu'on puisse ensemble travailler de concert pour sécuriser, en tout cas, le transport actuel et éventuellement tarir cette source-là en utilisant d'autres moyens que le pétrole qui nous provient de l'Ouest. Fait que c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ça termine la période de questions. Nous en sommes maintenant au dépôt des documents. Donc, vous voyez, il y a 5 documents qu'on vous dépose. Liste des mouvements de personnel, liste des virements budgétaires, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires, registre des déclarations dont marque d'hospitalité ou avantage reçu, et finalement le certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du règlement 2014-20. Donc, procédons tout de suite au mouvement de personnel. Cette semaine, vous allez voir, c'est très court. Donc, c'est finalement un poste vacant qui a été comblé, un poste de mécanicien, col bleu. C'est le seul mouvement de personnel depuis la dernière séance. Liste des virements budgétaires, il y en a aussi très peu, donc pour 24 200 $. Vous avez sous les yeux les 5 virements budgétaires qui vont d'un minimum de 200 $ à un maximum de 12 000 $. Je vous laisse le soin de les regarder. Je ne les passerai pas. Si vous avez des questions, libre à vous, à la deuxième période de questions à la fin, de les poser. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus mis à jour conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, vous avez nos déclarations annuelles d'intérêts. Donc, intérêts pécuniaires, il n'y en a aucun. Donc, nous sommes tous, si on suit les règles qui sont édictées en fonction de cette loi-là et des différents articles qui y réfèrent. Donc, il n'y a aucune déclaration. Registre des déclarations maintenant, dont marque d'hospitalité ou avantage reçu, c'est effectivement les éléments au cours de la dernière année. Vous voyez, c'est des éléments qui sont marginaux. En ce qui me concerne, bon, tout ce que j'ai reçu a été remis à la ville, donc je n'ai rien retenu de tout ça. Donc, bouteille de vin, ensemble de stylos et biscuits dans un seau de peinture. La valeur qui est là, évidemment, est à titre indicatif. Je ne peux pas vous garantir que c'est le vrai prix. Mais ça ressemble à ça. Et donc, vous voyez le reste, donc je pense que c'est important. Ça ne ressemble en rien aux élus de Montréal. Vous avez vu dans la presse aujourd'hui, là. Nous, il n'y a pas personne qui est venu nous offrir des billets de hockey. Et si tant est que ça s'était produit, on les aurait refusés. Voilà. Et donc, ça fait le cours. Maintenant, on passe au certificat de la greffière concernant la période d'enregistrement du règlement 2014-20. Encore une fois, vous voyez, donc, décrétant la réalisation de travaux pour le démantèlement et l'aménagement de divers postes de surpression d'aqueduc et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût. C'est 20 637 personnes habilitées à voter, nombre de demandes requises pour scrutin référendaire 516 et nombre de demandes qui ont été faites en vertu de ce scrutin-là, aucune. Donc, évidemment, le certificat est accepté. Point 7 maintenant. Donc, dossier du Conseil. Madame Bérubé. Nomination d'un membre du Conseil au sein du comité consultatif. Je vous laisse la parole. Pas par surprise. Alors, il est proposé de me nommer à titre de représentante à la Ville de Saint-Bruno au sein du comité consultatif sur la mobilité en remplacement du conseiller Jacques Bédard. J'en fais donc la proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Madame Archambault. Je vais vous sortir de cette impasse-là. Je vais le reprendre pour le 7.1.2. Là. Ouais, parce que là, ça a l'air un Monsieur peu... Murray. Oui. Juste avant, j'aimerais... savoir 7.1.1, 7.1.2, les deux sont interreliés. J'aimerais comprendre pourquoi le changement. Il est tout simple, c'est parce que M. Bédard, actuellement, travaillant à temps plein dans une entreprise qu'il vient d'acquérir ou sur le point d'acquérir, évidemment, il n'a plus le temps à consacrer à ces deux dossiers-là, tout simplement. Et il nous est apparu que Mme Bérubé pouvait prendre la relève étant donné qu'elle s'occupait déjà du dossier mobilité au sein de la Ville, tout simplement. Donc, c'est une continuité et qui me semble aller de soi. OK. Il n'y a aucun lien avec Dell? Non, d'aucune façon.
C'est vraiment deux dossiers complètement séparés parce que Dell, sur Dell, c'était un organisme à but non lucratif. Il n'y avait personne du conseil municipal qui y siégeait et d'ailleurs, dans les statuts et règlements, ce n'était pas prévu. C'était vraiment une entité indépendante. C'était les membres qui venaient de l'extérieur, qui n'avaient rien à voir avec, d'une façon ou d'une autre, avec le conseil municipal. Et Dell, c'est une décision qui a été prise par l'agglomération de Longueuil, donc à la table des maires, compte tenu de tout ce qui se passe avec le CLD, la CRE qui vont être abolis, aussi de mettre dans cet élément-là le développement économique Longueuil pour avoir une relecture complète des interventions au niveau économique au cours des prochains mois. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Mme Saint-Hilaire, justement, qui a été envoyée au président directeur général de Dell, en fait, pas le PDG, mais plutôt le président, pour lui dire qu'à partir du mois de janvier, donc Dell, normalement, se termine le 31 décembre prochain et qu'il va y avoir une continuité pour s'assurer que les dossiers ne soient pas perdus. Et l'objectif, c'est que d'ici le mois de juin, qu'on ait remis en place une entité pour s'occuper du développement économique. Nous, nos représentations à cet effet-là, c'est de s'assurer d'une plus grande décentralisation, donc que les villes liées, on ait meilleure voix au chapitre qu'on l'avait actuellement, autant au niveau de Dell que des autres structures. Donc, on voudrait beaucoup plus de flexibilité à cet égard-là. Donc, on va travailler très, très fort au cours des prochains mois pour s'assurer que cette entité de développement économique-là puisse... il y a un noyau central au niveau de l'agglo, mais qu'on ait des antennes de façon plus concrète au niveau de chacune des municipalités. Ça répond à votre question, M. Bessner? Oui, je trouve ça simplement un peu décevant qu'il va falloir recommencer toutes les démarches d'apprentissage au niveau du RTL, qui n'est pas un dossier, je pense, facile. Donc, c'est de recommencer à neuf. Oui, vous vouliez intervenir, M. Bédard? Oui, je peux vous garantir, monsieur, que Mme Bérubé aura tout mon support. Ça va? Donc, est-ce que vous voulez vous demander le vote là-dessus, monsieur? Non, ça va. Donc, OK. Nous passons maintenant au point suivant. Donc, effectivement, nous procédons maintenant à la nomination. Ça revient. Donc, il est proposé et résolu de nommer la conseillère Isabelle Bérubé à titre de représentante de la ville de Saint-Bruno de Montarville au sein du réseau de transport de Longueuil en remplacement de M. Jacques Bédard. Proposé par M. Bédard, appuyé par Mme Allary. C'est bien. Maintenant, le point 7.1.3. Donc, nous en sommes au point appui aux initiatives de sensibilisation. Mme Bérubé, c'est à vous, cette fois-là, pour de vrai. Oui. Merci, M. le maire. Alors, j'aimerais proposer un appui aux initiatives de sensibilisation et d'information de la population concernant les risques associés au transport de produits pétroliers sur le territoire de la ville. J'ai pris quelques petites notes juste pour motiver cette décision-là. J'aimerais vous en faire la lecture. En fait, en adoptant cette résolution d'appui, je crois qu'on envoie un message très clair. Pour moi, il y a 3 volets. Premièrement, c'est un message qu'on envoie aux gouvernements centraux pour leur exprimer nos inquiétudes de devoir obtempérer à l'intensification du transport de ces marchandises dangereuses sur notre territoire. Je vous rappelle que les municipalités n'ont aucun pouvoir pour interdire ce transit, mais nous sommes tout de même responsables d'assurer la sécurité des citoyens et de préserver la qualité de l'environnement. Deuxièmement, en tant que collectivité, il est de notre devoir de réduire notre dépendance au pétrole et que tous les gestes, même ceux plus symboliques que coercitifs comme celui-ci, doivent être exprimés. Troisièmement, je suis d'avis que des citoyens comme les gens d'Alerte Pétrole Rive-Sud ou ne coulent pas chez nous sont des acteurs indispensables à la bonne santé de notre démocratie. Ils jouent un rôle de vigile et, grâce à leur capacité de mobilisation, sont capables d'alerter les citoyens sur des problématiques comme celle du transport du pétrole issu des sables bitumineux. Sans leur mobilisation, leur prise de position et leur regard critique, les municipalités n'auraient peut-être pas réagi avec autant de vigueur. Je vous rappelle que l'Union des municipalités du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal ont également émis des inquiétudes sérieuses en ce qui a trait au passage des convois ferroviaires ou du transport par pipeline aussi, comme on le disait tout à l'heure, soit par le fleuve ou par train aussi. Alors, c'est pourquoi je crois que nous devrions tous entériner cette résolution sans hésitation. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Appuyé par? Moi, j'ai le plaisir d'appuyer la résolution. Questions, commentaires? Oui, Mme Hudon. J'aurais une question.
Bon, évidemment, je pense que le mouvement Alerte Pétrole Rive-Sud n'écoule pas chez nous. Un mouvement citoyen qui a tout à fait sa raison d'être et qui fait un effort de sensibilisation, je pense, de tous les instants. Et c'est important. Moi, je voulais comprendre, par exemple, je l'ai demandé à plusieurs reprises, qu'est-ce que représentait en réalité l'appui de la Ville de Saint-Bruno, à part de dire on met notre nom à la suite d'une liste de villes. Alors, dans les faits, ça représente quoi comme appui pour vous, réellement? Je vais vous répondre tout simplement, c'est que vous dites à la suite des villes. Au contraire, je pense qu'actuellement, il y a un mouvement, je pense, provincial au niveau des différentes municipalités. On a une préoccupation, une très grande préoccupation, d'une part par le transport de ces matières dangereuses-là. Les 47 décès l'an passé au lac Mégantic. Il y avait d'ailleurs une très bonne émission hier soir à Découverte pour nous montrer tout le laxisme qui a pu avoir cours et qui a amené à cette catastrophe-là. Et puis, comme je l'ai dit l'autre jour, par rapport au CN, malgré tout ce qu'ils peuvent nous apporter pour nous rassurer, en bout de ligne, le risque nul n'existe pas. Les voies ferrées n'ont pas été construites pour recevoir des transports, des convois aussi lourds. Il faudrait les repenser complètement. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est du colmatage, comme on l'a fait du côté de la voie ferrée qui mène à Sorel-Tracy. Donc, ce n'est pas uniquement de se mettre à la queue leu et d'appuyer. Je pense que on le fait, en tout cas, nous, de notre point de vue, on le fait par conviction personnelle. Je pense qu'on croit à cette dimension-là. Moi, j'ai d'abord, en ce qui me concerne, le principe de précaution doit prévaloir en tout. Donc, quand on est dans une situation qui est potentiellement risquée, pour l'environnement, pour la vie humaine, je pense qu'on a le devoir de prendre des décisions et de poser des gestes. Et c'est dans ce contexte-là qu'on le fait. Et c'est un appui, je pourrais vous dire, aux initiatives de sensibilisation et d'information. Je pense que la population doit être informée et sensibilisée. Et à cet égard-là, on n'aura jamais assez de personnes qui vont éventuellement se lever et poser des questions et essayer d'obtenir des réponses, les vraies réponses. Je peux vous dire que vous avez vu ici tout le travail qui avait été fait par TransCanada Pipeline, en tout cas, concernant l'utilisation d'une firme américaine. Je pense qu'on est face à des moyens qui sont inégaux. Et donc, dans ce contexte-là, les villes ont le devoir d'appuyer les initiatives citoyennes. Et c'est de ne pas préjuger, finalement, de ce que ces gens-là vont dire. Ils ont la pleine liberté de parole et d'intervention, et on leur laisse ça, mais ils ont le droit de dire haut et fort leurs inquiétudes et de les communiquer aux élus, et on les reçoit, nous, personnellement. Et en tout cas, moi, je me sens très à l'aise d'appuyer cette initiative-là ce soir. Bon, dans les faits, effectivement, je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a des risques majeurs et que c'est tout à fait louable pour les citoyens, je pense, à la fois de créer un mouvement citoyen, de faire de la sensibilisation. Le but de mon intervention n'est pas du tout de dire que ce n'est pas louable ou que ce n'est pas nécessaire. Je pense que c'est absolument important. Je souhaiterais seulement que la Ville de Saint-Bruno aille un peu au-delà de tout simplement un appui, parce que je pense qu'il faut vraiment, comme ville, agir. Bon, il y a un comité de concertation à l'agglomération, mais je pense que on doit faire connaître haut et fort l'importance de bien connaître les matières qui sont transportées sur notre territoire, exiger un fonds de prévoyance pour contrer des risques environnementaux qui sont présents. C'est sûr qu'ils sont sous-jacents à toute activité de transport, mais d'exiger qu'il y ait la création d'un fonds de prévoyance, de transmettre aussi nos inquiétudes. On soumet beaucoup d'inquiétudes au niveau du transport du pétrole qui est extrait des sables bitumineux. J'aimerais aussi qu'on pense aux inquiétudes à avoir pour tout transport de pétrole, que ce soit du pétrole qui vienne de l'extérieur de la province ou de l'extérieur du pays. Il y a des pétroliers qui circulent sur le fleuve. On n'a pas nécessairement non plus des garanties au niveau de la qualité des pétroliers qui sont immatriculés sous différentes bannières à l'extérieur et qui n'assurent pas du tout nécessairement plus de sécurité pour le transport du pétrole sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, et évidemment, tout le monde souhaite qu'on
réduise notre consommation de pétrole. Et j'espère que dans les faits, on va poser des actions en ce sens-là à la Ville de Saint-Bruno pour que ça ne soit pas seulement des belles paroles et un soutien virtuel à des mouvements comme ça. Je pense que c'est notre devoir d'essayer de réduire le plus possible les GES qui sont émis sur notre territoire. Et dans ce sens-là, un mouvement citoyen a certainement sa place, mais j'espère aussi que la Ville va aller au-delà de ça et va poser des actions concrètes de son côté pour arriver à changer les mentalités. En réponse à ça, effectivement, du côté de Saint-Bruno, je pense qu'on a été très, très actifs. On est, je pense, puis les gens qui participent à la table des maires pourront en témoigner. On a été intervenu à plusieurs reprises et je pense qu'on a été un des éléments, en tout cas intéressants, dans la constitution d'un comité directeur qui s'occupe de toute la problématique du transport des matières dangereuses, pas uniquement du transport du pétrole, mais de toutes les matières dangereuses, et ça va de Brossard jusqu'à Sorel-Tracy. Donc, on parle d'une quinzaine de municipalités, et ce comité-là a été créé il y a à peu près un mois. Et c'est dans l'optique, effectivement, de poser des gestes concrets, et surtout pas dans l'optique de se mettre à la queue leu-leu, là, et d'appuyer des initiatives personnellement. Donc, il y a effectivement une approche individuelle au niveau de chacune des municipalités, bien aussi l'intervention collective, et cette intervention collective-là, on l'a fait sous l'égide du comité directeur, et il y a des comités qui vont se réunir prochainement. Donc, on va intervenir, vous allez voir, sur tous les tableaux à la fois. Ne vous inquiétez pas. À la fin, à la toute fin. Ouais, ça ne sera pas long. Je m'excuse pour... ça ne sera pas long, on va faire... OK, donc, est-ce qu'il y a un vote qui est demandé par rapport à ça ou ça va? Ça va? OK. Le point 7.2, donc direction générale, aucun élément. 7.3, communication, aucun élément. 7.4, ressources humaines. Fin du lien d'emploi d'un employé col bleu. Bon, c'est une décision qui date du 22 septembre 2014 de CSST. Bon, qu'un emploi qui était disponible à la Ville compte tenu des limitations fonctionnelles permanentes de l'employé, ce qui a amené une prise en charge par la CSST, donc par voie de conséquence, la fin du lien d'emploi avec la Ville. Le point 7.4.2. Je vais en faire la proposition. OK. Excusez-moi, j'allais trop vite. Appuyé par Madame Allary. OK. 7.4.2, nomination d'un contremaître ressources matérielles à la direction des travaux publics. Donc, c'est M. Robert Poulet, en remplacement de M. Maurice Maheu, promu chef de service d'administration à la direction des travaux publics. L'entrée en fonction, c'est le 15 décembre 2014, donc lundi prochain. Proposé par Je vais en faire la proposition. Mme Michèle Archambault. J'appuie. Par Mme Isabelle Bérubé. Ça va. Finances maintenant. Mme Archambault, c'est à vous. Merci. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Passons maintenant à l'autorisation des dépenses pour la période. Alors, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information au 19 novembre 2014 pour un montant total de 2,3 millions, incluant les charges salariales pour 420 000 pour les périodes 45 à 47. Ce sont tous les montants que vous pouvez voir à l'avant, ainsi que la liste des chèques émis pour une somme de 1,5 million et les paiements par débit direct pour 371 000 Pour connaître les détails, vous voyez à l'écran, dans le fond, les principales dépenses au niveau des chèques. Ce sont des compagnies, en fait, qui ont été contractées pour différents mandats de génie, notamment la réfection du rang des 25, la portion du rang des 20, pardon, pour la portion Saint-Basile avec DJL Construction, également la réfection du rang des 25, le prolongement de la rue René Descartes, et également certains ouvrages de contrôle à la place de Grosbois. Sinon, il y a aussi le programme d'entretien routier qui a été pris en charge par Pavage Masca. Et puis, on a des montants pour la reconstruction des infrastructures sur la rue Beaumont-Est par les constructions M. Morin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la deuxième période de questions. Je vais en faire la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Bédard. 7.5.2. Oui, donc... Sûr? Passe pas ton petit. Multitasking. Bon. Alors, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de produits de bureau pour l'année 2015, incluant 2 années d'options de renouvellement au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Rubanco LT, pour, selon les prix unitaires soumis, pour un montant annuel approximatif de 16 020 et 80 sous, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît à l'appel d'offres APP-SI-14-36.
Donc, petit détail, voilà, il y avait 8 compagnies qui ont été invitées à soumissionner, 3 qui ont soumis des propositions, et puis l'écart entre les soumissionnaires était de plus ou moins 20 000 sur les 3 années, là. Donc, on va avec Rubanco pour une 3e année consécutive. J'en fais la proposition. Appuyé par Mme Isabelle Bérubé. Maintenant, le point 7.6, Mme Allary, c'est à votre tour. Oui. Alors, autorisation pour la présentation de l'activité familiale La Fête du Lac pour sa 25e édition. Il est proposé d'autoriser la fermeture des rues énumérées ci-contre de 15h à 24h le samedi 7 février 2015 et de 9h à 18h le dimanche 8 février 2015 pour permettre la tenue d'activités dans le cadre de la 25e édition de la Fête du Lac organisée par la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, à savoir la rue Montarville entre le boulevard Seigneurial et la rue des Peupliers, la rue Lakeview entre les rues Montarville et du Lac, la rue du Lac entre les rues des Peupliers et Lakeview, la rue des Peupliers entre les rues du Lac et Montarville, d'autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur le site des activités du Lac du Village le 7 février de midi à 23h et le 8 février de midi à 18h, d'autoriser le régisseur aux activités sportives, M. Daniel Lavaux, à soumettre une demande de permis d'alcool au nom de la municipalité aux fins de la tenue de cette activité, d'autoriser la présentation d'un feu d'artifice au Lac du Village le samedi 7 février 2015 et de reporter celui-ci au 14 février 2015 en cas de température inclémente et de reporter toutes les activités de la fête au 14 et 15 février 2015 en cas de température inclémente. Alors, j'en fais la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Jacques Bédard, le point 7.6.2. Adjudication d'un contrat de fourniture de pièces pyrotechniques et d'artificiers pour les feux d'artifice de la Fête nationale et de la Fête du Lac APP-SI 1438. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de pièces pyrotechniques et d'artificiers pour les feux d'artifice de la Fête nationale et de la Fête du Lac avec une option de renouvellement pour les 4 années subséquentes au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la firme Royal Pyrotechnie Inc., pour un montant approximatif de 9 020,28 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP-SI 1438. Donc, j'en fais la proposition. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Bédard. 7.6.3. Entente et financement pour le partage des coûts d'opération de la piscine intérieure de l'école secondaire du Mont-Bruno avec la Commission scolaire des Patriotes. Il est proposé d'approuver la modification au protocole d'entente avec la Commission scolaire des Patriotes pour le partage des coûts d'opération de la piscine intérieure de l'école secondaire du Mont-Bruno, et ce jusqu'au 31 décembre 2015, et d'autoriser le financement à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté du budget estimé à 30 000 $ pour 2014. Donc, j'en fais la proposition. Appuyé par Mme Bérubé. Oui, M. Morin. Oui. J'aurais des commentaires. Je vais commencer par citer des faits chronologiques et après, on regardera un peu l'analyse sur laquelle on devrait peut-être se pencher. Alors, je vais remonter, et c'est marqué dans la proposition en tant que telle, que la première rencontre a eu lieu le 19 février, c'est-à-dire il y a 10 mois. À cette rencontre, il y avait 7 représentants des 2 institutions publiques que sont la Ville et la Commission scolaire. Élément aussi, lors de cette rencontre de février, il y avait le maire, il y avait la présidente de la Commission scolaire et il y avait les 2 directeurs généraux. Du 19 février au 25 juin, il y a eu des analyses, mais il n'y a pas eu de conclusion. Alors, le 25 juin, j'assistais à la rencontre du conseil de la commission scolaire. Face au fait qu'il n'y avait pas reçu d'acceptation de la ville de Saint-Bruno et de Belleuil, où une demande similaire était adressée, la commission scolaire a décidé d'accorder jusqu'au mois d'août pour qu'une entente soit conclue, à défaut de quoi ils allaient procéder à des analyses techniques pour convertir les 2 piscines, à Belleuil et à Saint-Bruno,
pour les convertir en gymnase. Au cours de cette même réunion du mois de juin, il a été voté de demander au ministre de l'Éducation son autorisation pour un déficit de la nouvelle année, commençant le 1er juillet, quelques jours plus tard, un déficit de plus de 5 millions de dollars. Cette acceptation a été faite par le ministre conditionnellement à un plan de redressement. Toujours le 25 juin, les commissaires ont voté une revision de la rémunération à eux, les commissaires, pour la période du 1er juillet au 6 novembre 2014. Il n'y a eu aucune réunion de la commission scolaire au mois de juillet, malgré qu'il y avait un important déficit de 5 millions et malgré que le ministre avait donné son autorisation. La prochaine rencontre a eu lieu après le 25 juin, a eu lieu 2 mois plus tard, le 26 août. À cette réunion, il n'y a pas eu un mot de placé concernant les 2 piscines de Belleuil et de Saint-Bruno, contrairement à l'engagement pris au mois de juin. Lors de cette réunion de fin août, la commission scolaire a voté une baisse du taux de taxe. C'est aussi à cette réunion de fin août que la commission scolaire a tenu sa première réunion dans son nouvel immeuble construit en 2014 et lequel est situé en arrière de l'école secondaire. Cet immeuble est occupé à peine à 50 %. Monsieur Bessner, point d'ordre. Vous voulez nous amener où, là? À bien comprendre le dossier. J'aimerais ça que vous vous résumiez. On n'est pas ici ce soir à faire le procès de la commission scolaire. J'aimerais que vous vous limitiez à l'argumentaire qui est ici. Donc, on parle d'une piscine, on parle effectivement d'un montant de 30 000 $. On est en négociation. Ça fait que je voudrais que... Parce que là, sinon, on s'engage dans quoi, là? Ça fait que j'aimerais que vous vous en teniez au sujet qui est à l'ordre du jour, c'est-à-dire un montant additionnel de 30 000 $ qui est versé pour la période du 1er juillet au 31 décembre. Alors, je vais passer directement à l'analyse stratégique. OK? Et si certaines personnes ne comprennent pas, bien, c'est parce que je n'aurai pas eu l'occasion de vous donner tous les faits. S'il vous plaît, dans la salle. Allez-y, M. Bessner. Alors, si on revient au point de vue de l'analyse, ce qui est étonnant, c'est que ça a pris 10 mois avant que ça arrive au Conseil. On n'est pas en train de décider pour construire une piscine, mais simplement de considérer un montant de 30 000. C'est étonnant, et ici je me suis impliqué en politique, c'est parce qu'il y a, je trouve, des abus de bureaucratie, et se ramasser à 7 pour ce dossier-là au mois de février, ça me paraît abusif. Qu'un maire, une présidente, 2 DG fassent partie de la réunion, ça me paraît lourd. Il s'est passé 4 mois jusqu'au mois de juin, jusqu'à temps que la commission scolaire établisse un ultimatum. 5 mois plus tard, après l'ultimatum du mois de juin, on arrive avec une proposition au tout début du mois de décembre. Saint-Bruno, pour ceux qui ne le savent pas, représente 10 % de la population de l'ensemble de la commission scolaire des Patriotes. Pourquoi Saint-Bruno doit-il payer autant quand on a un système de taxation qui le permet? Je tiens à répéter, et ce n'est pas de faire le procès de la commission scolaire, mais il faut être conscient que c'est une institution qui a un budget de 315 millions, un déficit de 5 millions, un immeuble qui a été construit pour des raisons un petit peu étonnantes, et, élément que j'allais dire tantôt, qu'un stationnement a été construit sur la rue Roberval au siège social et que ce stationnement aurait coûté 115 000 $. Et un citoyen de Saint-Bruno est allé poser une question en public pour leur demander si c'était les employés qui devaient payer pour l'utilisation ou si c'était les citoyens. Monsieur Bessner, point d'ordre. La prochaine fois, je vous retire votre droit de parole. Tenez-vous-en aux faits. On n'est pas ici pour faire le procès de la commission scolaire. Ils ont leur propre conseil d'administration, ils prennent leurs propres décisions. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas à nous d'en juger, c'est à la population
éventuellement de s'exprimer sur cet aspect-là. Nous, actuellement, c'est 30 000 en montant additionnel à la piscine pour 2014. Alors, si vous voulez qu'on l'abrège, je voulais simplement expliquer brièvement pourquoi je vais voter contre. Je ne veux pas que les citoyens de Saint-Bruno aient à payer une facture de 30 000 $. Et j'aimerais ajouter, si vous voulez absolument limiter la discussion, j'aimerais ajouter qu'une personne spécialisée dans les locations d'infrastructures entre la commission scolaire et les villes sur le territoire, il y a 21 municipalités dans la commission scolaire, qu'un spécialiste disait que nous payons environ 10 à 15 % de trop actuellement. Et là, ce que vous voulez, c'est de majorer de 30 000 $ un montant pour la piscine. Donc, ce que je prévois, c'est que dans les prochains mois, de nouvelles demandes pourraient apparaître. Merci, M. Bessner. OK, d'autres commentaires, ça va? Donc, préciser par rapport à ça, oui, effectivement, tout le monde est... on n'aime pas payer des montants additionnels en cours de route. Tout le monde est un peu... par rapport à cette question-là, oui, il y a eu une rencontre au mois de février. Il y en a eu d'autres par la suite. J'étais présent, mais en même temps... évidemment, moi, je n'ai pas de problème. Je pense que mon temps, je consacre beaucoup d'heures à la ville et je vais en consacrer, je pense, autant que nécessaire. Donc, que je sois présent dans différents dossiers, c'est important, d'autant plus que pour moi, ça m'apparaissait un dossier qui était à la limite stratégique parce que vous savez que, oui, on va débourser 30 000 $ additionnels, mais ça s'inscrit aussi en 2015 dans une volonté de revoir complètement nos ententes avec la ville, avec la commission scolaire. C'est autour de 500 000 $ qu'on débourse annuellement pour la location des locaux dans les différentes écoles de la commission scolaire à Saint-Bruno. Oui, nous allons regarder ça de très, très, très près. On s'est entendu aussi avec la commission scolaire pour évaluer les coûts réels d'électricité et d'eau. Donc, on va installer des compteurs, et autant au niveau de l'eau qu'au niveau électrique, pour s'assurer que l'on puisse départager le plus près possible les coûts. Il y avait bien sûr une menace au niveau de la commission scolaire de fermer cette piscine-là. Et la menace s'est concrétisée aussi dans une lettre qu'on a reçue pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous annonçant que si la Ville ne prenait pas position rapidement dans ce dossier-là, qu'elle envisageait effectivement de fermer la piscine. Donc, on ne voulait pas prendre les citoyens en otage. Et c'est dans ce contexte-là qu'on allonge 30 000 $ de plus en 2014. Et il va y avoir des coûts additionnels en 2015, à tout le moins jusqu'au 30 juin. L'entente que l'on signe est une entente d'1 an, qui ne débordera pas le 31 décembre 2015. Et durant l'année qui vient, on va s'asseoir avec la commission scolaire et on va regarder les choses telles qu'elles doivent être regardées, telles qu'elles auraient dû être regardées depuis longtemps. Et on va se parler entre quatre yeux parce que l'intention n'est pas de payer à outrance des services qui coûteraient moins cher s'il y avait une évaluation serrée, qu'on présume, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas en discuter. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des coûts, c'est que la Ville utilise 56 % du temps d'ouverture de la piscine, comparativement à 44 % de la Commission scolaire des Patriotes. Et donc, c'est dans ce contexte-là on a estimé que les coûts étaient de temps et qu'à ce jeu-là, la Ville devait payer 56 % des coûts. Donc, c'est là où on en est actuellement. On va travailler très, très fort au cours des prochains mois. Je vais être présent, M. Bessner, aux différentes rencontres parce que je tiens à assister à ces rencontres-là pour discuter de la question de la location des locaux au niveau de la commission scolaire. Fait que ceci étant dit, donc, est-ce que vous voulez, on va passer au vote, Mme la greffière? Donc, je vais demander le vote en commençant par M. Bessner. Contre. Pour. 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 Contre. Merci. Donc, nous passons au point 7.7, développement urbain. À vous, Mme Allary, encore une fois. « 7.7.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2014-72 pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial au 1587 rue des Mésanges. » Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-72 selon les conditions énumérées par le CCU, sauf en ce qui a trait au dernier point portant sur la toiture de la porte d'entrée. Alors,
Donc, le reste est conforme à la résolution 14-11-19.8 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 19 novembre 2014. Alors, j'en fais la proposition. Appuyé par? J'appuie. Commentaires, questions? Ça va. 7.7.2. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2014-75 pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1681 rue Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-75 déposée par M. François Saint-Hilaire de Médiagraphe pour et au nom de M. Benoît Couture pour l'hôpital vétérinaire Montarville pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1681 rue Montarville et ce conformément à la résolution 14-11-1-9.7 du CCU adoptée lors de sa réunion tenue le 19 novembre 2014. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Bédard. 7.7.3. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-77 déposée par Mme Lynne Chartrand d'Espace Urbain Coiffure pour et au nom de Bruninvest Holdings LT pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1444 rue Roberval et ce conformément à la résolution 14-11-19.5 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 19 novembre 2014. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Bédard. Donc ça, c'est un nouveau commerce qui ouvre actuellement, qui est ouvert aujourd'hui, depuis aujourd'hui. 7.7.4, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-81 déposée par Mme Annie Foran pour et au nom de la Commission scolaire des Patriotes pour l'installation d'une enseigne directionnelle au 1740 rue Roberval et ce conformément à la résolution 14-111-9.6 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 19 novembre 2014. Appuyé par? Je vais l'appuyer. M. Bédard. 7.7.4. 7.5, excusez-moi. Oui. Il est proposé d'approuver la demande de modification des PIA 2013-90 et PIA 2013-100 déposée par M. Jean-François Dubé et Mme Julie Chartré concernant certains éléments architecturaux et la modification du plan d'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité et ce, conformément à la résolution 14-11-19.10 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 19 novembre 2014. Appuyé par? J'appuie. Mme Bérubé. 7.7.6. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-83 déposée par M. François Charbonneau pour et au nom de M. Marc-Aurèle Sylvain pour la réfection de la façade principale et l'ajout d'une enseigne sur auvent au 1470 à 1476 rue Montarville, et ce conformément à la résolution 14-11-19.11 du CCU lors de sa réunion tenue le 19 novembre 2014. Alors, appuyé par? Je vais l'appuyer. Alors, vous remarquez que c'est le nouvel emplacement des associés coiffeurs. Donc, c'est une bonne nouvelle pour eux. Nous en sommes maintenant au point 7.8, donc calendrier des séances ordinaires. Donc, il est proposé de fixer les séances ordinaires du Conseil de la Ville de Saint-Bruno de Montarville pour l'année 2015 à 19h les jours suivants en la salle des délibérations du Conseil de l'Hôtel de Ville. Donc, vous voyez apparaître sous les yeux les dates. Ce sont tous des lundis, de façon générale, les troisièmes lundis de chaque mois, sauf exception. Donc, vous avez les 12 dates des séances ordinaires du Conseil municipal. Qui propose? J'en fais la proposition. Mme Archambault, qui appuie? J'appuie. Mme Isabelle Bérubé. Maintenant, le point 7.8.2, adjudication d'un contrat de fourniture d'un système de rangement mobile sur rail. Il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture et installation d'un système de rangement mobile sur rail et fixe avec l'option de 6 poignées à 3 bras avec loquet de sécurité au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les systèmes Espace Max incorporés, pour un montant approximatif de 33 239,28 cents. J'aime toujours ça quand on parle approximatif. Incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît de l'offre APP-SI-14-39. Donc, vous voyez sous les yeux, là, ça va permettre d'augmenter la capacité d'entreposage pour les 15 à 20 prochaines années. Donc, qui propose? Je propose. Mme Bérubé, Mme Archambault, excusez-moi. Qui appuie? J'appuie. Mme Bérubé. Bon, je n'étais pas loin. Donc, travaux publics, adjudication d'un contrat de fourniture de
je reviens ici. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de produits de signalisation routière, lots A et B pour l'année 2015, avec une option de renouvellement de 2 années supplémentaires au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Martech Signalisation Incorporée, selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 25 000 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il appelle de l'appel d'offres APP-SI-14-41. Qui propose? Je propose. Madame Archambault, qui appuie? J'appuie. Madame Bérubé, nous en sommes au point 7.10. Autorisation de demande d'aide financière. Il est proposé d'autoriser la direction du génie à déposer une demande d'aide financière pour des honoraires professionnels nécessaires à l'analyse du réseau d'égouts sanitaires, l'élaboration d'un plan de gestion de débordement et la réalisation des plans et devis d'un égout collecteur au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Donc, encore une fois, vous voyez, ça, c'est dans le cadre du volet 1. Donc, c'est au départ les honoraires professionnels. Et dans le volet 2, c'est pour la réalisation des travaux tels qu'on devrait les faire éventuellement. Donc, qui propose? Je propose. Madame Bérubé, qui appuie? Madame Allary. Bon, le point 7.10.2, approbation d'une servitude. Il est proposé d'approuver une servitude en faveur de Bell Canada sur le lot 3 586 069, situé sur le boulevard Clairvue-Est, et d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, l'acte de servitude et tout autre document y afférent pour donner suite à cette transaction. Donc, c'est, vous voyez, là, sur la montée Montarville, un petit peu plus... ça va. Sur Clairvue-Est, plutôt. OK. Qui propose? Je propose. Monsieur Bédard, qui appuie? J'appuie. Madame Archambault, ne vous précipitez pas. Maintenant, le 7.10.3, nomination des présidents, vice-présidents. Bon, il est proposé de nommer respectivement M. Emmanuel Leub et Joseph Cognier à titre de président et vice-président du comité consultatif sur la mobilité. Qui propose? Je propose. Madame Bérubé, qui appuie? J'appuie. Monsieur Bédard. Maintenant, avis de motion, projet de règlement et règlement. Il est proposé d'adopter le règlement 2014-21, modifiant le règlement I.14-2 sur le remplacement des infrastructures afin d'y modifier certains coûts afférents tels que présentés avec dispense de lecture. En fait, ça a pour effet de changer le coût maximum au mètre linéaire de frontage lorsqu'il y a des travaux de réfection des routes là, dans des quartiers. C'est toujours payé aux riverains. Et puis, un montant applicable là, à taxation pour le mètre linéaire. Et ce montant-là est ajusté, passe de 140 $ à 145 $ le mètre linéaire. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Donc, appuyez Mme Bérubé. Le point 8.2, avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Alors, je donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un règlement modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin d'ajouter une note à la marge de recul avant pour les secteurs exposés au glissement de terrain des zones HA 801, HA 802 et HA 803. 8.3 maintenant. En fait, c'est pour modifier la marge de recul de 7,5 à 4,5 mètres. Le 8.3. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement URB-Z 2009-37 modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin d'ajouter une note à la marge de recul avant pour les secteurs exposés au glissement de terrain des zones HA 801, 802 et 803 telles que présentées avec dispense de lecture. Okay. Donc, pour ceux qui ne savent pas où sont ces zones-là, ce sont? Elles sont assurées là, sur la carte. OK, mais dans quel secteur? Ah, c'est District 6. OK, donc au sommet? Oui. Sommet Trinité. C'est ça. On voit les petites zones assurées qui, effectivement, sont très escarpées. Voilà. Monsieur Murray, ça, c'est pour faciliter la construction des maisons adossées au Parc national? Oui, c'est pour faciliter, effectivement, parce que la marge ne permettait pas de... Et ça faisait des pentes qui étaient un petit peu trop obtus. OK, donc le 8.4, ouais, M. Bédard, appuyez. Excusez-moi, M. Bédard. C'est Noël qui s'en vient. Donc, proposé par Mme Allary et appuyé par M. Bédard. Maintenant, 8.4. 8.5, 8.4. Oui. Je donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un règlement modifiant le règlement de zonage à URB-Z 2009 afin de permettre les tambours temporaires dans toutes les cours des zones du groupe habitation
de permettre les potagers privés en cours avant et d'ajouter des dispositions applicables aux structures amovibles temporaires pour les potagers privés en cours avant dans toutes les zones du groupe Habitation H. 8.5. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement ERB-Z 2009-38 modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin de permettre les tambours temporaires dans toutes les cours des zones du groupe Habitation, de permettre les potagers privés en cours avant et d'ajouter des dispositions applicables aux structures amovibles temporaires pour les potagers privés en cours avant dans toutes les zones du groupe Habitation, telles que présentées avec dispense de lecture. Donc, appuyé par? J'appuie. Madame Archambault. Le point maintenant 8.6, avis de motion d'un règlement modifiant le règlement de zonage. Donc, qui donne l'avis de motion? Je peux y aller. Donc, je donne avis de motion de la présentation lors d'une séance du Conseil d'un règlement modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin d'ajouter des dispositions applicables à une activité de promotion extérieure dans la zone CB 255. Bon. Maintenant, le 8.7. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement ERB-Z 2009-39, modifiant le règlement de zonage ERB-Z 2009 afin d'ajouter des dispositions applicables à une activité de promotion extérieure dans la zone CB 255, telle que présentée avec dispense de lecture. Appuyé par? J'appuie. Bon, M. Bédard. Et donc, pour ajouter un petit peu d'information à cette modification de règlement-là, qui va évidemment rendre perpétuel ce qui, actuellement, là, on a comme, vous avez des travaux qui vont se faire aux promenades Saint-Bruno. Donc, ça demandait, le règlement actuel ne permettait pas d'avoir ce qui est demandé là. Donc, on fait une modification complète pour le permettre à l'avenir. Mais vous voyez, ça va permettre aux promenades Saint-Bruno, qui font des travaux de 50 millions de dollars qui vont commencer au début du mois de janvier, là. Donc, la fermeture complète de toute l'aire de restauration et pour permettre à la clientèle d'avoir un minimum de restauration. Donc, on va assurer un service qui va être offert par Bistrot Las Olas. Et il y a un aménagement d'un local intérieur. Vous voyez, c'est près de l'aire de stationnement entre Sears et Simon, la porte 2. Il va y avoir aussi un aménagement, un service extérieur sous forme de foire, donc un chapiteau pouvant accueillir 300 personnes, et aussi quelque chose d'un petit peu différent, qui m'apparaît en tout cas intéressant, donc des camions-restaurants. Donc, des food trucks qui vont être sur place, qui vont permettre de desservir la clientèle. Donc, autrement dit, c'est une demande qui a été faite par les promenades Saint-Bruno. On y acquiesce, mais en même temps, on va rendre permanente cette demande-là. Voilà. Et on en est maintenant au point 9, 9.1. Donc, 9.1, rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance d'agglomération du 20 novembre 2014, le cas échéant. Il n'y a aucun élément d'information à cet égard. Quoiqu'à partir du mois de janvier, on va se permettre de vous donner aussi, même si c'est peut-être pas mauvais que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, même si les séances durent une dizaine de minutes. Je pense que c'est important qu'on revienne sur les différents sujets qui ont été discutés. En tout cas, les principaux éléments, là, parce qu'on les voit rapidement et il y a des choses qui nous concernent, veut pas, parce qu'on donne quand même 27 millions de dollars annuellement à l'agglomération de Longueuil. Donc, le point 9.2, sujet à l'ordre du jour des séances extraordinaires et ordinaires de l'agglomération du 11 décembre 2014. On va y aller on va prendre un peu de temps pour les repasser chacune, parce que je pense que c'est important. Donc, la première, c'est de façon générale, on est favorable. Donc, l'adjudication d'un contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la construction du réservoir d'eau potable de la Savane. Donc, ça nous concerne, nous, c'est un investissement majeur. Donc, on va créer un immense réservoir qui devrait nous permettre, en tout cas, d'avoir plus de pression au niveau de notre système d'eau potable à Saint-Bruno. Donc, c'est un peu à la demande de Saint-Bruno il y a quelques années. Et c'est aussi, bon, par rapport aux besoins de tout ce secteur-là. Donc, on va construire éventuellement un réservoir d'eau. Donc, on est favorable, bien sûr. Autorisation de changement de lieu de livraison dans le cadre du contrat pour l'élimination des résidus ultimes sur le territoire de la ville de Boucherville. Donc, on est favorable aussi. Concernant le suivant, c'est pour la fourniture d'hydroxyde de sodium au centre d'épuration Rive-Sud. Nous, ne s'applique pas sur notre territoire, puisque nous, tout ce qui a trait aux eaux usées, c'est avec la Régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno, Saint-Basile. Le point suivant, contrat pour la fourniture de chlore en cylindre aux usines de production d'eau potable. Donc, on est favorable aussi. Adjudication d'un contrat pour la fourniture de charbon actif
Encore une fois, pour l'usine de production d'eau potable, on est favorable. Adjudication d'un contrat pour la fourniture de coagulants au centre d'épuration Rive-Sud et aux usines de production d'eau. Encore une fois, favorable. Je m'excuse, M. Murray, je vais vous interrompre tout de suite. Allez-y, allez-y. Pour le point 14, là, le fait qu'il y a des coagulants qui sont pour le centre d'épuration Rive-Sud, quand même, habituellement, ils se séparent. Comment est-ce que le partage va être fait? De quelle façon? Parce que le centre d'épuration Rive-Sud, ça ne nous regarde pas, là. Ils l'ont mis dans le même contrat, mais... Aux usines de production d'eau potable? L'eau potable, ça va, mais il y a des coagulants aussi pour le centre d'épuration Rive-Sud. Le contrat est donné globalement. Les partages, vous avez confiance que ça va se faire? Oui, bon, on espère, parce que vous savez qu'au niveau de tout ce qui s'appelle l'eau potable, bon, ce qui s'appelle épuration, c'est zéro. C'est ça. En tout cas, moi, j'aurais dit de peut-être faire une remarque. On va la poser pour s'assurer que... De toute façon, on va en parler tout à l'heure, vous allez voir. Ça fait partie d'un ensemble de questions qu'on a posées. Mais pour ce point-là en particulier, je pense que ça serait bien quand même qu'on fasse la notification. Merci. Merci. Donc, le prochain, c'est la fourniture d'hypochlorite de sodium en solution de 12 pour divers ouvrages de production et de distribution d'eau potable. Favorable. Approbation de l'ADINDA 2 à l'entente intermunicipale sur la délégation de compétences au conseil d'agglomération concernant l'entretien de certains équipements et infrastructures d'intérêt collectif situés sur le territoire de la ville de Boucherville. Nous sommes favorables. Maintenant, les points suivants. Là, donc, on a le point 1.18, adoption du règlement sur le partage des dépenses mixtes. Nous sommes en désaccord, donc nous allons voter contre jeudi prochain. Puis on aura l'occasion de s'en reparler parce que la façon dont on calcule ces dépenses mixtes-là ne nous convient pas du tout. Et c'est très alambiqué, c'est basé sur une formule qui ne tient pas la route quand on regarde les courriels. Donc, il y a quand même eu des gains qui ont été obtenus cette année auprès de l'agglomération, mais en ce qui nous concerne, on a encore du chemin à faire pour obtenir les vrais coûts par rapport à ces dépenses mixtes-là, c'est un grand mot pour dire finalement des dépenses d'administration. Ça nous coûte cette année, c'est autour de 21 millions de dollars les coûts pour les dépenses d'administration, donc c'est l'équivalent de 210 employés à temps plein. Donc ça nous apparaît un peu beaucoup, mais pour le moment, on va travailler à avoir les vraies données dans le courant 2015. Adoption du règlement modifiant le règlement CA 2006-35 sur le partage des dépenses mixtes, mais évidemment, c'est lié au précédent. Donc, ici, on va voter contre. Le contrat pour la fourniture de polymères anioniques et cationiques. Demandez-moi pas ce que c'est. Anode, je présume que c'est anode puis la cathode. Ça doit être dans ce sens-là. C'est pas si pire. Donc, mes cours de chimie reviennent un peu à la surface. Au centre d'épuration Rive-Sud, donc, encore une fois, c'est des compétences qui ne nous appartiennent pas, parce que nous, on a notre propre régie intermunicipale des eaux usées. Le point suivant, addenda à l'entente intervenue avec la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal d'habitation de Longueuil, dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer. Je ferai grâce du reste du texte, donc on est favorable. Le point suivant, désignation des présidents, vice-présidents des commissions du conseil d'agglomération représentant la municipalité centrale, on est favorable. Désignation des présidents, vice-présidents des commissions du conseil d'agglomération représentant les municipalités reconstituées pour l'année 2015, on est favorable. Adjudication du contrat 2015 pour l'exécution de travaux d'installation de gestion d'un éco-centre transitoire pour des services de collecte par rapport volontaire, donc on est favorable. Adjudication de la partie du contrat pour l'entretien des systèmes électriques des bâtiments relevant d'une compétence d'agglomération, favorable aussi. Adoption du règlement, modifiant le règlement établissant divers tarifs, évidemment, ça va avec le budget de l'agglo. Adjudication de la partie du contrat pour l'exécution des travaux d'entretien sanitaire de bâtiments relevant d'une compétence d'agglomération, favorable. Le suivant, modification de l'article 3 concernant des équipements d'enregistrement de débordement pour, bien sûr, les eaux usées. Donc, encore une fois, ne s'applique pas à Saint-Bruno. Et finalement, on a aussi d'autres éléments qui s'ajoutent, qui ne sont peut-être pas ici. Malheureusement, se sont ajoutés aujourd'hui. Donc, je vais vous les sortir. Peux-tu juste avancer un petit peu? Donc, l'élément suivant, là, vous le voyez, adoption du budget du revenu du réseau de transport de Longueuil. Donc, on est favorable à l'adoption de ce budget-là. Par contre, nous nous opposons aux deux autres éléments. Donc, l'adoption de la partie du budget de la Ville
visant les compétences d'agglomération et le point suivant aussi qui concerne des éléments budgétaires pour le PDI, parce que les deux vont ensemble. Donc, nous avons à cet égard-là une rencontre demain pour regarder d'un peu plus près le budget, parce que le budget d'agglomération, il y a quand même des efforts de compression qui ont été faits. Ce n'est pas tant sur les montants qui sont en jeu que sur la mécanique qui nous amène à la gestion de ces codes-parts-là. Donc, je l'ai dit, je le répète, depuis que je suis là au Conseil de l'agglomération, c'est que moi, ce que je veux, c'est une transparence absolue. La façon dont les choses sont faites actuellement ne nous permettent pas d'obtenir ces chiffres-là facilement. Et pour le commun des mortels, c'est tout à fait incompréhensible. Donc, au niveau des codes-parts, c'est basé sur le potentiel fiscal et ça a aussi des effets pervers dont on aura l'occasion de reparler lundi prochain quand on va adopter notre propre budget. Mais donc, jeudi prochain, donc le 11, c'est l'adoption de ce budget-là et nous allons nous inscrire en faut tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait une révision complète de la façon dont les éléments sont calculés. Et ce n'est pas nécessairement pour payer moins, mais c'est dans l'optique de payer les vrais coûts pour les justes services que l'on a. Donc, il y a différents éléments dans la balance. D'un côté, ça peut être un plus, d'un côté, ça peut être un moins, mais qu'au moins, on a une transparence dans ces dossiers-là. Ce qu'on n'a pas actuellement, en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, donc ça fait le tour de ce qu'on devait faire au niveau de l'ordre du jour de la séance ordinaire. Nous en sommes maintenant au point 10. À l'adoption, bien oui, il faut adopter, c'est vrai. Heureusement, j'ai quelqu'un à côté de moi. Qui propose l'adoption? Je vais en faire la proposition. Madame Archambault, qui appuie? Madame Allary, des questions, commentaires, ça va? OK. Donc, on est au point 10, affaires nouvelles. Aucune affaire nouvelle. Deuxième période de questions des citoyens. Ça va? André Paquette, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je ramène un sujet qui nous a touché fortement il y a quelque temps, puis dont on n'a pas entendu parler récemment. J'aimerais peut-être une petite mise à date. Où en est rendu les démarches, où en sont rendues les démarches concernant l'annexion, la fusion de la ville, de la portion de Carignan. Carignan sur le Golfe. C'est ça. Je veux savoir où est-ce que ça en est rendu et qu'est-ce qu'on peut prévoir comme étape. Puis une question reliée à ça aussi. C'est une question que j'ai apportée il y a déjà plus qu'1 an. Les montants d'argent, j'aimerais savoir, qui étaient dus par Carignan, est-ce qu'ils sont encore en suspens ou est-ce que ça a été réglé d'une façon quelconque? Première réponse, le dossier, le dossier complet est envoyé aux affaires municipales fin juin, début juillet. On a des démarches qui ont été faites auprès du ministère des Affaires municipales pour savoir si tout était complet. On nous a dit au début de septembre que tout était complet. On a fait aussi des démarches parce que vous n'êtes pas sans savoir que Carignan actuellement demande un arbitrage. Cet arbitrage-là devrait avoir lieu au mois de février. Concernant la lecture qu'on doit faire dans l'entente de 2004. Eux autres disent que cette entente-là leur donne accès à tout le territoire, alors que nous, la vision qu'on a à la ville de Saint-Bruno et à la ville de Longueuil, lorsque ça a été signé en 2004, c'est que c'était limité uniquement au territoire dont les citoyens ont fait la demande d'annexion à Saint-Bruno. Et donc, ça va en arbitrage. Des représentations ont été faites. J'ai téléphoné au cabinet du ministre Moreau, affaires municipales, il y a quelques semaines, et aussi au cabinet du ministre Hortel, leur dire que de façon logique, on devrait d'abord traiter la demande des citoyens pour savoir si ce territoire-là est annexé ou annexable. Si c'est le cas, bien évidemment, on n'ira pas en arbitrage contre nous-mêmes. Et si ce n'est pas le cas, bien, il y aura lieu de procéder à l'arbitrage. Et donc, mais c'est une fin de non-recevoir. Donc, on va sûrement revenir à la charge, mais pour le moment, c'est une fin de non-recevoir. Et nous sommes en train de montrer notre dossier là, par rapport à la question de l'arbitrage. Et donc, moi, je pense que ce sont des représentations citoyennes auprès du ministre qui pourraient éventuellement peut-être faire bouger les choses. Nous, on invoque actuellement une cause en justice et pour nous refuser de procéder autrement. Donc, c'est ça qu'on a comme information. Mais c'est sûr que le dossier n'est pas oublié. J'y pense à tous les jours presque. On essaie de faire des interventions qui sont justifiées. Et encore une fois, je vous dis, si les citoyens peuvent intervenir auprès du ministre, faire des représentations, je pense que c'est peut-être la meilleure façon de procéder. Du côté de Carignan, les autres veulent absolument que ce dossier-là débloque le plus rapidement possible. Ils veulent bien sûr développer ce secteur-là. Et ils sont prêts à nous amener très loin là-dedans. Et c'est pour ça qu'on va en arbitrage. Je pense que la séance est prévue au mois de février de mémoire. Fin janvier, début février. Donc, on parle de quoi? De 3, 4, 5 jours? 4 jours devant la Commission municipale du Québec.
Deuxième élément, effectivement, la Ville de Carignan nous doit toujours, à notre point de vue, des sommes. Là, vous n'êtes pas sans savoir qu'eux autres s'abrillent derrière la prescription de 3 ans. Vous avez vu à Montréal un cas semblable, donc d'un citoyen qui s'est fait faire servir la même médecine là, en lui disant, donc on s'excuse, vous auriez dû vous en rendre compte il y a bien avant. Donc, on vous paye les 3 dernières années, puis les 7 années précédentes, on oublie ça. À Saint-Bruno, ça n'a jamais été notre vision. Et vous l'avez vu récemment, donc on s'est rendu compte que justement dans le dossier de Carignan, que les citoyens de Saint-Bruno avaient été trop taxés par rapport à une portion qui aurait dû relever des citoyens de Carignan. Et donc, on a remboursé pour toutes les années, incluant un intérêt de 7 % par année, qui est l'intérêt prescrit. Donc, les gens ont reçu un remboursement d'entre 1 400 et, je pense, jusqu'à 2 000 $. Et c'est notre façon de faire, c'est notre politique. Mais bon, oui, on peut toujours, comme je dis, s'abriter derrière la loi et de dire que c'est prescrit. On fait des représentations. On espère que Carignan... Il y a un code d'honneur, je pense, entre les municipalités, à partir du moment où vous avez perçu des sommes, où vous auriez dû percevoir des sommes, et ces sommes-là étaient perçues pour des services qui ont été rendus. Je pense qu'il est normal que la ville limitrophe paye ses dûs à la ville de Saint-Bruno. Fait qu'on attend que ce dossier-là se règle aussi. Et voilà, ça fait le tour un petit peu de la question, mais on aimerait vous donner des bonnes réponses, mais ça va venir en 2015, on ne désespère pas. Suivant. Serge Moquin. Alors, en tant que citoyen, pas un membre de la coalition ne coule pas chez nous, mais quelqu'un qui est quand même sensibilisé aux questions environnementales. Je crois que les gens de la coalition ne sont plus là. J'aimerais quand même apporter quand même un certain éclairage. D'abord, j'apprécie la position du conseil municipal d'être favorable à ce courant-là qui se développe d'opposition aux filières pétrolières. Je pense que M. Moret a souligné de façon tout à fait pertinente le fait que les enjeux ne sont pas juste liés au transport et aux dangers reliés au transport, mais sont liés aussi, notamment, avec le développement de cette filière-là, ce que ça veut dire en termes de développement de GES. En fait, le gouvernement fédéral, le concert avec le gouvernement de l'Alberta et des pétrolières, surtout des intérêts des pétrolières, cherche à faire sortir du pays le pétrole le plus sale de la planète, celui qui, pour le produire et le transporter, génère le plus de GES. On s'entend que tirer du pétrole des sables bitumineux demande beaucoup d'énergie. Aussi, on a vu un développement, donc beaucoup d'énergie, donc beaucoup de pétrole pour aller chercher le pétrole qu'il y a dans ces sables-là, notamment. Évidemment, je pense qu'on a dû vous expliquer, je suis arrivé un peu en retard, tous les risques reliés au transport, notamment tout le long du Saint-Laurent, mais aussi le long des Grands Lacs, donc nos sources principales d'approvisionnement. Alors, s'opposer à cette filière-là, pour l'ensemble de ces raisons-là, je pense qu'on a tout intérêt au Québec à s'y opposer. Comme aux États-Unis, les mouvements de pression se sont opposés au développement du pipeline qui allait vers le Texas, qui avait exactement le même but, c'était le même pétrole, et l'opposition qu'on a eue en Colombie-Britannique et les nations autochtones pour s'opposer à ce que ce pétrole-là sorte par la Colombie-Britannique, notamment dans des zones les plus turbulées du Pacifique, avec les dangers que ça peut représenter environnementaux. Ce qu'on se rend compte, c'est que les pétrolières n'ont aucun souci environnementaux. On le voit bien quand on regarde par où ils font passer leur pétrole. Maintenant, les enjeux fondamentaux qu'il y a derrière ça, c'est qu'on n'investira pas 12 milliards en pipeline, notamment, pour abandonner cette filière-là dans 10, 15 ou 20 ans. Les enjeux sont là. Est-ce qu'on veut sauver notre planète ou on veut continuer à encourager ou tolérer le développement de cette filière-là? Les enjeux fondamentaux au niveau politique ici au Québec, c'est dire oui ou dire non à cette filière-là. Dire oui, ce que ça veut dire, c'est que finalement, oui, on va partager la responsabilité du développement des GES et éventuellement, peut-être pas cette année, peut-être pas dans 10 ans, mais à terme, on va nous imposer des coûts à cette filière-là. Ce ne sera pas nous autres qui vont en produire, mais comme on aura accepté qu'on le transporte sur notre territoire, on aura une responsabilité aussi de ce côté-là. Donc, j'ai quand même apprécié la part du conseil municipal quand même qu'on avance dans la réflexion puis d'encourager les groupes de pression à faire la promotion des enjeux qu'il y a là-dedans. Maintenant, au niveau de l'opposition, ça m'a semblé beaucoup moins clair comme position dans le questionnement qui a été avancé. Quand Mme Hudon a soulevé de faire connaître
quelle matière circule. Oui, c'est important qu'on sache quelle matière circule, par exemple, sur nos voies ferrées. Mais c'est aussi accepté que le pétrole circule. En tout cas, ce n'est pas clairement affirmé. Exiger des fonds de prévoyance. Bien sûr, il faut exiger des fonds de prévoyance lorsqu'il y a des matières dangereuses qui circulent. Mais ça ne dit pas, par contre, qu'on s'oppose à la circulation du pétrole. Avoir des informations sur les autres sources de danger du pétrole qui circule sur le Saint-Laurent, bien sûr qu'il faut le savoir aussi. Mais encore là, on ne s'oppose pas au développement d'une filière. Autre point, devoir réduire la consommation de pétrole. Bien sûr encore, mais ce n'est pas uniquement des gestes individuels. On va réduire notre consommation de pétrole lorsqu'on va dire non aux filières qui la développent. Alors, d'amener la solution individuelle de chacun, peut-être faire un peu moins de millage pour consommer moins de pétrole, n'est pas la solution globale. La solution globale, c'est de fermer la filière pétrolière pour encourager les autres sources énergétiques. Et enfin, demande des actions concrètes de changement des mentalités. Oui, il faut un changement des mentalités, mais le changement des mentalités, mais aussi dans le débat politique qu'on va avoir pour prendre les bonnes décisions. Et moi, ce que je m'attends, effectivement, de tout groupe politique, puis au niveau municipal, c'est très important qu'on puisse le faire, qu'on soit d'opposition ou du pouvoir, c'est de dire non clairement à la filière pétrolière. Malheureusement, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ne disent pas non à cette filière-là. Au contraire, ils l'encouragent. Alors que les pouvoirs municipaux, l'ensemble des citoyens, les gens qui sont les plus proches du citoyen expriment très clairement leur opposition. Moi, je pense que ça va de soi. Puis effectivement, même si on n'a pas un pouvoir constitutionnel d'empêcher le développement de cette filière-là, si les pouvoirs locaux, comme ça s'est fait aux États-Unis notamment, comme ça s'est fait en Colombie-Britannique, s'ils s'engagent dans cette voie-là, c'est quand même une voie proche des citoyens qui va permettre de faire les pressions politiques nécessaires pour, j'espère, à terme, qu'on puisse effectivement mettre fin à cette filière. Merci beaucoup. Merci, M. Moquin. D'autres interventions? Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ginette Foisel. Bonjour, madame. Bon, moi, je viens pour des suivis de dossiers qu'on n'entend plus parler. Là. Je voudrais savoir où est-ce que ça en est rendu à propos de la construction de la pharmacie clinique qui devrait avoir au coin de Robertval et Rabastalière. Et puis, lors d'une séance du conseil, était venu un médecin de Sainte-Julie qui disait son inquiétude, comme quoi il ne serait pas capable de prendre tous les patients de Saint-Bruno, parce qu'il ne faut pas se le cacher que dans quelques mois, on va se ramasser avec plus aucune clinique à Saint-Bruno. Alors, je voudrais savoir où est-ce que ça en est rendu, parce que vous aviez parlé d'un dossier, puis vous aviez dit que vous vous en occupiez personnellement là, quand le médecin était venu. Alors, je ne vois pas grand construction de commencer encore. En fait, la construction aurait dû débuter cet automne. C'est un problème architectural. Donc, l'architecte, malheureusement, je pense, a fait une petite erreur au niveau de la conception de l'ascenseur. Et donc, il est obligé de redessiner, parce que vous savez que c'est un 2 étages. Donc, Et donc, la construction devrait débuter au printemps pour livraison au mois d'octobre. Pour le dossier des médecins, je peux vous dire que c'est très, très positif. Pas l'annoncer à la place de la personne qui est propriétaire d'Uniprix, mais je l'ai rencontré la semaine dernière et c'est très positif. On s'en va avec quelque chose d'intéressant. Peut-être un petit peu plus tard que prévu, donc c'était au début de l'été. Ça va probablement aller quelque part au début de 2016 ou à la mi-2016, mais la solution s'en vient, je peux vous le garantir, par rapport à cette clinique médicale-là. Il y a d'autres dossiers aussi qui sont en train d'émerger. Vous savez que la nature a horreur du vide. Donc, effectivement, il y a quand même d'autres dossiers qui évoluent parallèlement par rapport à la problématique des médecins. Fait que de ce côté-là, moi, je suis assez optimiste que d'ici la mi-2016 ou la fin 2016, qu'on ait trouvé une bonne partie de la solution au problème actuel. Un autre suivi de dossier, le boisé des hirondelles. Où est-ce que ça en est rendu? Parce que je pense que M. Massicotte avait jusqu'au 1er novembre pour... Il a demandé une extension jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 15 décembre. Fait que malheureusement, c'est ça. Ça fait qu'on attend. De ce côté-là, on est comme un peu tout le monde. Là. On est dans l'expectative. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un avis qui a été publié. Donc, un premier avis au mois de juillet 2013. Un second avis qui a été émis au mois de septembre 2014. Pourquoi un second avis? Parce qu'entre-temps, M. Massicotte a vendu le terrain à une entité que lui-même a créée, donc une compagnie Canada Inc. Là. Et donc une transaction qui a amené le ministère à réécrire son avis et à l'étayer encore davantage.
Donc, au départ, elle contenait une quarantaine d'articles. Là, présentement, c'est 70 ou 75 articles. Et M. Massicotte avait un premier délai de quelques semaines, a demandé une première extension au 1er novembre, on a demandé une deuxième au 15 décembre. Et donc, on est en attente de... Ça fait que normalement, si le 15 décembre, parce qu'il peut demander encore un autre délai, semble-t-il qu'il n'y a pas de limite. C'est un peu bizarre comme ça, la loi est faite ainsi. Mais si il se rend à la date du 15 décembre, puis il livre un document, donc ce document-là, on devrait l'avoir dans les jours qui vont suivre. Et donc, être en mesure de voir quelle est la position. Puis le ministère, suite à ça, évidemment, va rendre sa décision. Donc, on peut présumer que dans le meilleur des cas, la décision va être rendue en janvier 2015. Maintenant, une dernière question. Depuis peut-être 2 ans que j'ai commencé à venir aux réunions du Conseil, à m'intéresser, à voir qu'est-ce qui se passait. Je vous dis franchement, là, je ne suis pas férue en politique municipale, encore moins provinciale, puis loin de moi le fédéral. Sauf que je sais que vous avez à cœur le respect de vos concitoyens. Si on regarde les dernières élections, puis ce qu'on voit ici, les personnes qui représentent les citoyens de Saint-Bruno, ici en avant, il y en a 3 qui ont été élus de l'autre parti, en qui les gens de ces quartiers-là avaient mis leur confiance pour bien les représenter. Je voudrais savoir, quand il y a des dossiers chauds dans un quartier en particulier, pourquoi ce n'est pas le conseiller ou la conseillère de ce quartier-là qui fait le suivi du dossier? Bien, je vais vous donner un exemple, comme Saint-Bruno-sur-le-Lac. Oui. J'ai vu lors de la dernière réunion du conseil que c'est Mme Allary qui avait eu les plans, je pense que c'est d'aménagement au point de vue d'aménagement. Non? Bien, en fait... J'ai mal compris? Oui. Oui. Faut attendre que je te... Que vous me donniez la parole. Madame Loisel. Oui, vous avez terminé? Ou... Oui, oui, okay. C'est ça. Je me pose des questions. Là. Okay. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parfait. OK, Mme Allary, vous voulez répondre? Parfait. Allez-y, Mme Allary. Merci, Monsieur le maire. Bien, en fait, si je suis le dossier de Saint-Bruno-sur-le-Lac, c'est parce que je suis l'élu responsable de l'urbanisme. Mais sachez que dans toutes nos rencontres avec les citoyens qui sont concernés par le dossier, Mme Hudon fait partie de ces rencontres-là, étant donné qu'elle est la conseillère municipale du district où se trouve le chantier. Alors, à chaque fois qu'il y a questions de ce dossier-là, Mme Hudon, évidemment, fait partie des rencontres. Mais je suis l'élu responsable de l'urbanisme. C'est moi qui siège au CCU. Donc, je reçois les documents là, un peu en avance. Donc, je suis capable de vous donner une mise à jour. Mais la conseillère du district est autant impliquée que moi. J'ajouterais aussi, Mme Hudon aussi a la possibilité d'intervenir sur ces dossiers-là là, quand on du centre au niveau du conseil municipal. Puis évidemment, c'est des prérogatives qui appartiennent. Si vous avez des dossiers environnementaux, peu importe le quartier dans lequel se situe ce dossier-là, c'est sûr que c'est Mme Bérubé qui va s'en occuper, comme le dossier finance, développement économique. Donc, c'est effectivement des choix qu'on a faits. Donc, nous, on est élus, on est majoritaire. Je pense que on a un programme, donc des enjeux électoraux sur lesquels on veut travailler. Et donc, il nous apparaît normal que l'on puisse éventuellement piloter les dossiers dans le sens que l'on croit nous justifier de le faire, et compte tenu qu'on a été élu majoritairement. Donc, c'est de ne pas dénier, on ne veut pas dénier d'aucune façon là, le droit des candidats de l'opposition ou des élus de l'opposition de se manifester. Au contraire, ils font partie de tous les comités pléniers. On a eu la semaine passée des rencontres sur le budget avec tous les services. Ils étaient présents, ils ont reçu les mêmes documents que nous. Ils ont pu intervenir, poser leurs questions comme tout le monde. Donc, mais c'est sûr que lundi prochain, bien, ceux qui vont présenter le budget, c'est moi et Mme Marchambault, parce qu'on est responsable de ces dossiers-là. Mais les candidats, les élus, autant Mme Hudon que M. Audin, que M. Bester, pourront intervenir et poser leurs questions s'il y a lieu et faire leurs commentaires. C'est la démocratie qui parle dans ce contexte-là. Et si on respecte ça, là, vous pouvez être assuré de ça. Merci, Mme Loisel. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et toutes. Votre nom? Monique Rondeau. Monique Rondeaux. Pour aux fins de statistiques.
Bonsoir. D'ailleurs, j'oublie le nom de la dame qui était ici avec Culpa chez nous. Il y avait Monsieur Lafrance et Madame. Il y avait Madame, je vais dire Madame Durand. Madame Durand. Ouais, Marie Durand. M'a chuchoté le message qu'elle aurait voulu transmettre Parfait, au Conseil. C'est qu'il ne faut pas négliger le poids moral des municipalités. Puis je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour faire partie moi-même de groupes de militants, c'est absolument important de voir les municipalités ajouter leur nom parmi les listes de municipalités. Et puis, je voudrais mentionner qu'on a beaucoup mentionné le travail de sensibilisation et d'information que font les groupes de citoyens, mais il y a une mine, un trésor d'informations que ces groupes-là ont créé. Et la fin de semaine dernière, j'étais à l'Assemblée générale annuelle du groupe qui regroupe tous ces groupes de citoyens-là. Ça s'appelle Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Et il y a sur leur site Internet, il y a quelque chose qui s'appelle Réplique. Et c'est documenté, que ce soit au plan légal, les aspects légaux entre le provincial et les municipalités et toutes ces choses-là, les aspects scientifiques, géologiques, toutes ces questions-là, c'est extrêmement bien documenté. C'est fascinant de voir toute l'information et c'est un trésor d'information chez ces groupes environnementaux. Et c'est un baume, et ça fait du bien. Je veux vous remercier personnellement, Mme Bérubé, de cette décision que vous avez prise, le Conseil, tous ensemble, d'appuyer Culpa chez nous. Je vous en remercie. Merci, Mme Rondeau. D'autres questions? Ou vous êtes prêts à lever la séance? Ça fait chaud, hein? Ça fait chaud, hein? Ouais, ça fait partie de la réalité. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Je m'excuse. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Ben oui, j'étais en train d'oublier. Excusez-moi, c'est Noël. C'est Noël. Allez-y. Si vous permettez, moi, j'aurais une intervention à faire. Je vais profiter, je ne vous retiendrai pas indûment, mais je voulais profiter de la tribune de ce soir pour souligner la participation de 3 délégués de la tribune jeunesse le week-end dernier, en fait, le 29 novembre, à une joute d'improvisation qui s'est déroulée à Saint-Lambert, en fait, sous l'organisation du Forum jeunesse Longueuil et puis également d'un autre organisme qui s'appelle Dose Culture, en fait, qui est très impliqué aussi dans l'implication citoyenne des jeunes. Alors, ils ont tenu cet événement qui était fort ludique, mais en même temps très instructif, dans le fond, parce qu'il y avait différentes thématiques qui étaient abordées par les élus qui affrontaient la Ligue amateur, je crois qu'elle s'appelle, laissez-moi vous donner le nom exact, la Ligue Média. Donc, les deux groupes s'affrontaient sur différents sujets, que ce soit, c'est quoi le rôle d'un élu, c'est quoi l'importance des citoyens, de l'implication citoyenne, etc. Il y avait une audience d'à peu près 75 jeunes. Il y avait évidemment des gens de Saint-Bruno, donc ça m'a fait très plaisir de les voir là-bas. J'étais moi-même participante pour la joute. Alors, ça donnait des moments assez loufoques. Mais on se prête au jeu. Je pense que c'est important qu'on soit là dans des événements comme ça. Donc, si vous voulez visionner les photos, il y en a de toutes sortes qui sont disponibles sur Facebook, sur le site du Forum Jeunesse. Là, je vous invite à aller les voir. Puis, encore une fois, donc, je remercie les organisateurs de l'événement, les différents élus qui ont participé un peu partout à travers l'agglomération et surtout les jeunes de la tribune qui ont été là, qui ont été présents. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mme Archambault. Une autre intervention, Mme Bérubé. Oui, en fait, j'inviterais les citoyens à aller sur notre site Internet parce qu'il y a des nouvelles règles qui s'appliquent pour les collectes de matières résiduelles. Alors, par exemple, à partir du 1er janvier, si vous mettez votre téléviseur au chemin, il ne sera plus collecté pour être enfoui parce que, vous savez, si vous le laissez là, auparavant, il se retrouvait enfoui dans les sites d'enfouissement. Alors, maintenant, il sera de votre responsabilité de l'apporter à l'éco-centre pour qu'il soit recyclé de façon convenable. C'est la même chose pour tous les appareils froids, mais à la différence que vous devrez appeler un numéro de téléphone InfoCollect pour que quelqu'un, un recycleur, vienne le chercher chez vous. Alors, il y a un paquet de nouvelles règles comme ça qui s'appliquent, que je vous invite à aller sur le site Internet. Il y a une petite vidéo qui a été réalisée par le service des communications à cet effet. Et qui met en vedette? Moi-même, Monsieur le maire. Voilà. C'était l'annonce publicitaire d'usage. Une autre intervention? Oui, Mme Hudon. Oui, je voulais juste préciser peut-être que j'aurais aimé qu'on présente aussi au registre des déclarations au début de la séance, de rappeler que les 3 membres de l'Alliance municipale ont refusé les lithographies qui avaient été offertes par
les Jeux du Québec à tous les membres du Conseil. Alors, on avait demandé que ça soit inscrit. Je sais que la greffière le fait. J'aurais aimé que ça soit quand même présenté parce que ça fait partie aussi des dons que des membres du Conseil ont reçus et que nous avons refusés. Alors, c'est juste une petite précision. Et puis, peut-être juste pour répondre à Mme Montpetit, dans les faits, oui, je suis invitée effectivement dans le dossier des condos de Saint-Bruno-sur-le-Lac. Je suis invitée aux rencontres quand il y a des rencontres avec les citoyens, mais comme l'a précisé Mme Allary, je ne vois pas les plans à l'avance. Je suis traitée à l'égal des citoyens. Je ne suis pas nécessairement avec des informations qui pourraient être effectivement données à la conseillère responsable du quartier peut-être un peu en avance, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors voilà. D'autres interventions? Oui, j'en aurais Monsieur deux. Bessner. Alors, la première, j'aimerais revenir sur la dernière réunion, dernière séance du Conseil, où j'avais parlé du projet de Féerie. Je suis pour, mais pas au montant. Ça, je l'avais manifesté. Et il y avait eu un léger débat sur, quand j'ai mentionné le contrat accordé à la PES et à Mme Rodrigue, et vous aviez, M. Murray, intervenu en disant que je n'avais pas mentionné le nom. Alors, je suis allé voir la note de service du 11 novembre, dans laquelle on a le détail des dépenses. Et comme fournisseur, il y en a deux pour la coordination. C'est la PES et Caroline Rodrigue. Donc, j'avais raison. Deuxième chose... Mais en tout cas, de toute façon, allez-y, M. Bessner, allez-y, moi Bon, M. Bédard... On va vérifier non, mais M. Bédard veut le savoir, c'est que... vérifier, c'est... Allez. Vous intervenez, mais vous ne comprenez pas. Allez-y, M. Bessner. Allez-y, M. Bessner. Continuez votre intervention. On va vérifier de toute façon cet aspect-là, non? Oui. Je peux vous le donner, il est ici. Non, allez-y. On va le vérifier à l'interne, non? Pas de problème. Allez-y. Comité finances, j'avais demandé à la dernière séance qu'on puisse participer au comité qui devait avoir lieu le 2 décembre. Et la réunion a été reportée au 10, c'est-à-dire dans 2 jours. Est-ce qu'on peut y aller? Vous le savez, au niveau, ce sont des comités consultatifs et au niveau des comités consultatifs, actuellement, il y a un débat, c'est-à-dire que le comité éthique et gouvernance a été saisi de la question. Est-ce que les élus peuvent participer en tant qu'observateurs au niveau des différentes réunions du comité consultatif? Pour le moment, la décision n'a pas été prise, mais devrait être prise. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Excusez-moi, parce que je pensais que c'était moi. OK, donc la décision devrait être prise à la réunion, je pense, de janvier prochain. Pour le moment, c'est un statu quo. Donc, nous, ce sont des comités consultatifs, ne peuvent être représentés que par l'élu qui est responsable de ce dossier-là, pour éviter justement d'interférer dans les débats. Parce que vous savez que ça poserait problème d'avoir 7-8 observateurs avec 7-8 citoyens qui discutent de dossiers. C'est un petit peu problématique. L'autre chose aussi, je voulais expliquer, M. Bessner, pour la réunion du 10, demain soir, on a une réunion, un comité plénier pour discuter du budget, avaliser le budget. Et tout ce qu'on va présenter le 10 au comité finances, c'est uniquement le budget tel qu'il va avoir été approuvé demain soir par l'ensemble des élus municipaux. Donc, c'est pour ça que, à cet égard, je ne pense pas que ce soit pertinent que les différents conseillers soient présents. Puis on va voir au mois de janvier comment le comité éthique et gouvernance statue sur la présence ou pas des élus aux différents comités consultatifs. Mais pour le moment, on l'a toujours dit, et pour éviter justement que d'une façon ou d'une autre, la présence des élus interfère dans les débats des citoyens, bien, on préfère l'abstention, d'autant plus qu'il n'y a aucune décision mercredi soir qui va être prise par le comité finances. C'est uniquement, ils vont recevoir le budget à titre d'information, comme tout le monde, et ils n'auront pas le pouvoir de le changer de quelque façon que ce soit. Cependant, pour l'année qui vient, bien sûr, on s'attend à ce que le comité finances nous fasse certaines recommandations sur certains éléments qui devront être considérés dans le budget 2016 et les années subséquentes. Donc, c'est un petit peu la mise au point que je voulais faire. Ça va? C'est une contradiction par rapport à l'intervention de Madame. Par rapport à l'intervention de Madame? Où vous avez dit on est là, on participe, qu'on sait tout. Monsieur Bessner, là, vous mélangez les pommes et les poires. Je vous l'ai dit, les comités consultatifs, ce sont des citoyens
qui doivent délibérer sans la présence des élus. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent débattre en toute neutralité et sans intervention ou sans interférence des élus. Ce sont des comités consultatifs. Ils ont été créés dans des champs spécialisés. Ils font une analyse en dehors de nous. Ils nous font des recommandations. Et c'est un peu comme le comité consultatif prenez en urbanisme. Je ne suis pas sûr que la présence de 7 ou 8 élus au comité consultatif en urbanisme à chacune des séances serait la bienvenue. Donc, c'est pour ça que pour le moment, on se dit qu'il est préférable que les élus soient en dehors des comités consultatifs de leur réunion. Le comité éthique et gouvernance va statuer au mois de janvier. Ici, en fait, on va suivre sa recommandation, je pense, parce que c'est une analyse quand même qui s'étire depuis 5 ou 6 mois. Et suite à ça, on statuera, puis on va le faire devant le public, c'est-à-dire devant tout le monde. On va recevoir, l'analyse qui a été faite par ce comité-là. Et suite à ça, bien, on prendra une décision au niveau du conseil municipal. Mais pour le moment, je pense que pour la bonne marge de ce comité-là, il est préférable de s'abstenir en tant qu'élu. C'est donc, moi, mercredi soir, je vais être présent au comité finances pour présenter le budget, parce que vous savez que le maire peut participer d'office à tous les comités. Donc, je vais être présent avec Mme Archambault pour présenter le budget, mais il n'y a aucun autre élu qui va être présent. Donc, ni Mme Valérie, ni M. Bédard, ni M. Guévremont, ni Mme Bérubé ne vont être présents à cette rencontre-là. Donc, si ce qui est bon pour vous est bon aussi pour nous. Voilà. D'autres commentaires, d'autres questions? Oui, M. Audin. M. Murray, récemment, il y a une construction qui a été commencée au coin de la rue Verchères et Clairvue. C'est un dossier qui a été présenté au comité plénier, qui a été rejeté par moi-même et Mme Malary avait certaines questions. Là, on voit qu'il y a une construction qui a débuté et je comprends que n'importe quel propriétaire peut faire des constructions, va être mis en amende si c'est pas correct, va être enlevé. Par contre, c'est même pas passé au CCU une autre fois, fait que je me demande qu'est-ce que je peux faire, parce que le dossier, quand ça a été amené au conseil, au comité plénier, j'avais certaines inquiétudes pour les citoyens de ce coin-là, le monde qui sort sur la rue Clairvue, et là, je vois que la construction a commencé. Est-ce que vous êtes au courant, Mme Malary, de ce dossier-là? Verchères et Clairvue? Delière. Delière, OK, Delière. OK, j'avais compris Verchères. Ah, Delière, OK. Je me suis trompé, oui. C'est effectivement repassé au CCU et ça a été adopté en soirée de conseil. Et ça a été présenté ici au niveau du conseil municipal, puis ça a été accepté. Peut-être que... J'ai peut-être manqué, je m'excuse. Oui, c'est un projet. En fait, au départ, on avait des problématiques parce que je pense qu'il y avait toute une coupure d'arbres, donc on a recentré le projet et c'est le même propriétaire d'ailleurs que Saint-Bruno-sur-le-Lac, donc qui a acquiescé aux demandes que la Ville faisait, puis est construit présentement. Là. Je vais vérifier mieux aussi, je m'excuse. Parfait. C'est pas grave. OK. D'autres interventions, M. Bédard? Bien, moi, je voudrais juste inviter les citoyens à la fête de la Féerie du Lac. Je vous dirai qui aura lieu en fin de semaine prochaine. Contrairement à ce que certains membres de l'opposition disent, puis j'aimerais prendre la défense de l'APES, si dans le cadre du marché de l'été dernier, si la variété des exposants puis le calibrage, la qualité de l'organisation a été telle, c'est en très grande partie grâce à l'APES. Qu'on parle des coûts qui sont élevés pour l'APES, quand il y a 7-8 personnes de son organisation qui est là, que ces gens-là participent à l'organisation, aux meetings qui sont préalables, etc., qui sont là pour faire des comptages sur les lieux, ils nous aident à organiser, ils nous font un rapport final pour nous permettre de faire un post-mortem qui va nous permettre de grandir ces différents événements-là ou encore mieux les orienter. Je vous dirais que ce n'est pas une dépense. À mon sens, c'est un investissement. Alors, je vous dirais que pour ce petit organisme-là, qui a su en quelques années faire sa marque au niveau municipal dans la gestion des marchés publics, je vous dirais que grand bien lui en fasse. Alors, qu'on sépare la présidente de l'organisation, je suppose qu'on va aller avec ça, là, mais pour tout vous dire, c'est une petite organisation bien humble et très efficace. Alors, j'invite les gens à venir avoir du plaisir au lac du village cette année. Il va en avoir pour tous.
les enfants. J'ai hâte de voir les canons en neige de notre ami du centre de ski Saint-Bruno venir nous faire une montagne de neige pour que les jeunes puissent déambuler en fin de semaine prochaine, puis de voir les milliers de personnes qui vont venir parcourir notre site enchanteur, je le souhaite. J'aimerais juste terminer pour vous rassurer, madame. Quand vous déplorez que la conseillère d'un district est malheureusement pas au fait des dossiers en même temps que tout le monde, puis etc., je vous dirais que quand c'était le temps, puis qu'elle avait l'information avant tout le monde, elle a quand même voté pour le projet. OK. Donc, pour ajouter au marché public, évidemment, c'est un événement qui est majeur en fin de semaine. Donc, c'est une première édition, une première expérience. Ça commence vendredi le 12, ça se termine le dimanche 14. Donc, le vendredi, à partir de midi, dans l'après-midi, on reçoit les groupes scolaires. Le soir, les vœux du maire. Donc, on vous invite à être présent en grand nombre. Je vais faire les vœux avant la fin de l'année, plutôt qu'en début d'année. Donc, on va on va en profiter pour vous souhaiter Joyeux Noël. C'est pour ça que je me pratique là, ce soir. Vous l'avez vu, je l'ai répété une couple de reprises. Et oui, puis il va y avoir un spectacle aussi durant la soirée. Le lendemain, c'est les jeunes qui vont être invités. On a de la neige. On a beaucoup. Puis on nous annonce en plus une tempête de neige. Croisez-vous les doigts, parce que là, ça va être entre les deux, la neige ou la pluie. Fait que priez très fort, mettez votre chapelet sur la corde à linge parce qu'on veut que ce soit de la neige. Et en fin de semaine, on nous annonce, en tout cas, si les prévisions ne changent pas, quand même une assez belle fin de semaine. Donc, ça serait bienvenu pour cette édition-là. On reçoit le Père Noël le samedi. Il y a un marché public. Tous nos kiosques sont vendus, donc un chapiteau sous lequel devrait être à peu près logé une quarantaine ou une 38 ou 40 exposants, donc autant au niveau des produits maraîchers que de différents produits. Vous avez aussi 12 petites maisonnettes. Vous les avez vues aujourd'hui, si vous n'êtes pas passé devant... En tout cas, si je vous invite à passer. C'est un échange de bon principe avec Saint-Basile. Donc, Saint-Basile nous ont passé leur petite maison. Il y en a 12 qui vont aussi être occupées et chauffées. Donc, je pense que ça va être un événement fort intéressant. Ça se passe au Vieux Presbytère. Autour du Vieux Presbytère, donc je peux vous dire que l'équipe, autant les cols blancs que les cols bleus qui sont sur ce dossier-là, je veux dire, je pense qu'ils sont très enthousiasmés. Et ça va nous donner aussi une liberté qu'on n'avait pas auparavant quand on faisait ça au centre-ville. Donc, ça nous donne beaucoup plus de latitude au niveau du Père Noël. Puis, on va avoir un petit but juste en face pour les glissades. Donc, en fin de semaine, il y a eu de la neige qui a été faite par le domaine du ski Mont-Bruno. J'ai vu beaucoup de jeunes qui en ont profité. Et c'était l'intention aussi. Donc, on va revenir cette semaine, refaire de la nouvelle neige. S'il en tombe beaucoup, on va damer cette neige-là. Donc, on devrait avoir quelque chose d'intéressant si, bien sûr, il ne pleut pas. C'est que je vous invite à prier très fort. Fait que ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame Ellery, voulez-vous intervenir? Ça va? Madame, tout est parfait. Donc, là, on est rendu à la levée de la séance. Qui propose? Je la propose. Monsieur Bédard, appuyé par Madame Bérubé. Et on se revoit tous? Non. Vendredi soir d'abord, mais lundi soir ici même pour le budget 2000... Ah, peut-être pas... Non, pas Marcel Duluth, mais ici même. Et bon, je pense qu'on va avoir des surprises agréables à vous annoncer. Fait que ceci étant dit, merci et bonne fin de journée, là. Au revoir à tous. Merci, je suis en train d'oublier le nom. Je pensais que c'était sur le golf, J'ai oublié le nom de Carignan.